Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aurais presque envie de vous poser une question aujourd'hui. C'est comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous êtes en pleine forme? Ou est-ce que vous êtes rayonnant parce qu'on va faire une conférence du Jardin des Sciences comme chaque lundi? En tout cas, vous avez compris, ça permet d'ouvrir sur le sujet du jour. Car qui n'a pas dans son quotidien perçu des changements d'humeur, de fatigue tout au cours de la journée ou des changements de joie, pourquoi pas, puisque nous sommes calés sur un rythme, vous le savez, qui dépend d'une horloge interne que les scientifiques appellent cycle circadien. Comprenez par là un cycle, pas un cirque, sur 24 heures. Et dans ce cadre-là, eh bien, chacun d'entre nous a des rythmes plus ou moins différents que notre corps accepte ou n'accepte pas. Et tout ça est contrôlé par notre cerveau. Et tout cela implique des troubles de ces rythmes, troubles qui vont influencer notre sommeil, notre métabolisme, notre système immunitaire, notre système cardiovasculaire et bien d'autres choses encore. Et il nous semblait opportun pour discuter de tout cela d'inviter un spécialiste en la matière, en la personne de George Mendoza. J'ai prononcé à la française, j'avais le droit, qui est donc directeur de recherche au CNRS à l'Institut de neurosciences cellulaires et intégrative. On connaît déjà notre invité, il a déjà participé à une conférence du Jardin des Sciences il y a 2 ans, lorsqu'on faisait encore le jeudi soir. Et il va nous conter ce qu'il fait au quotidien, c'est-à-dire ses recherches sur la synchronisation de ces rythmes circadiens. C'est pas si simple, mais je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus encore aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne conférence et vous savez qu'on se retrouve, si vous n'avez pas dormi pendant la conférence, on se retrouve tout de suite à la fin pour les questions habituelles. Voilà, la parole est à notre invité. Bonjour à tous, merci beaucoup Yves pour la présentation. Et oui, je m'appelle Jorge Mendoza, c'est la prononciation de mon prénom. Et comme Yves vient de vous dire, aujourd'hui on va parler un petit peu de rythme biologique, horloge biologique, cerveau, et comment tout ce rythme, toute cette horloge change au fur et à mesure on commence à grandir, à vieillir, etc. Et l'importance de savoir comment l'horloge de chaque personne il marche, surtout pour faire face à tous les événements quotidiens de la vie actuelle qui peuvent affecter notre rythme biologique, justement. Donc, je vais commencer avec la première dia. Quand je vous présente cette image de ce changement géophysique de la Terre qui tourne sur son axe, que ça passe environ chaque 24 heures, on sait que le changement plus important qui nous, on peut observer de ce changement géophysique, c'est l'alternance jour-nuit. En fait, ce rythme jour-nuit de 24 heures, il va affecter évidemment tous les organismes qui habitent la Terre, inclus l'humain, ça veut dire inclus nous. Donc c'est pour ça que nous, tel qu'organisme diurne, ça veut dire qu'on est actif les jours et on dort la nuit, on a un rythme très évident de tous les jours, d'être actif les jours et de dormir la nuit. Donc ce rythme, ça se répète donc chaque 24 heures. Donc là, on parle d'un rythme journalier parce qu'il est synchronisé à cette alternance jour-nuit, à ce changement entre les jours et la nuit. En plus de ce rythme d'activité repos, que c'est le plus évident qu'on connaisse, que ça se répète chaque 24 heures, on active les jours, on dort la nuit, on a des autres paramètres physiologiques qui aussi oscillent ou changent sur une période de 24 heures, comme par exemple la température corporelle qu'elle suit, où il va accompagner notre activité physique. Donc plus active on est, notre température corporelle elle monte, et pendant la nuit quand on dort, elle baisse, elle descend, avec elle a son poids minimum vers 4 heures du matin. À part la température corporelle, on sait que
les changements de différentes hormones qu'on sécrète dans notre corps, ils sont aussi un rythme journalier. Ça veut dire qu'ils varient sur une période de 24 heures. Par exemple, si vous prenez le cortisol, qui est une hormone très importante, on l'appelle l'hormone de l'estress, mais à part ou avant d'être une hormone de l'estress, c'est une hormone qui nous sert pour l'éveil, pour se réveiller, pour nous activer. C'est pour ça qu'on a un pic de cette hormone qui commence à augmenter, surtout la transition de la nuit au jour. Donc quand on est en train de se réveiller, ça va nous aider à préparer notre corps pour toutes les activités qu'on va avoir pendant la phase du jour. Une autre hormone, que peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est la mélatonine, qui, à différence du cortisol, c'est une hormone qui se synthétise et ça sécrète exclusivement la nuit. C'est une hormone assez importante, c'est une hormone qui va nous aider à synchroniser notre horloge biologique et avec des autres effets sur notre physiologie. Évidemment, à part de tout ce rythme physiologique, il y a certains rythmes un petit peu plus cognitifs, psychologiques, mais qui aussi ils sont dépendants de ce système endogène de chronométrie. Par exemple, notre capacité de vigilance, ce n'est pas la même pendant les 24 heures. On est plus actif ou plus capable d'être vigile ou avoir une attention plus précise, une capacité attentive plus précise à certaines heures de la journée que des autres. Évidemment, nous, tels qu'organismes diurnes, on a une vigilance plus efficace, surtout pendant la phase lumineuse ou la phase du jour. Et ça commence à descendre dès que la nuit elle commence à arriver. Donc là, je vous présente quelques exemples, mais il y a plusieurs exemples de processus physiologiques, psychologiques, cognitifs qui suivent un pattern journalier de 24 heures. Donc là, comme je vous dis, je vous parle de rythmes journaliers parce qu'ils sont synchronisés à les cycles externes du jour et la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'isole de ce changement jour-nuit? Ça veut dire si on n'a pas cette repère, cette signaux temporel des jours et de la nuit, qu'est-ce qui se passe avec ce rythme? Bon, tout ce rythme, il continue à se présenter de manière endogène, de manière naturelle. Okay? La seule différence, c'est qu'ici, c'est les rythmes qui sont contrôlés, qui ne sont pas synchronisés au cycle jour-nuit, parce qu'on n'a plus du tout ces signaux. S'ils sont contrôlés par un mécanisme endogène, par notre cœur, par une horloge qui est à l'intérieur de notre cœur. La différence, c'est que ces rythmes sont un petit peu plus longs, ils changent sa périodicité par rapport à quand c'est un rythme synchronisé au cycle jour-nuit. Nous, l'être humain, on a un rythme, une horloge biologique plus longue de 24 heures. C'est pour ça que tout ce rythme, en absence de l'alternance jour-nuit, on a une période plus ou moins de 24,8 heures. Ça veut dire une horloge un petit peu plus lente. C'est pour ça que ça s'appelle circadien, que c'est proche de 24 heures. Okay? Donc ça, c'est vraiment le rythme circadien, le rythme endogène contrôlé par notre horloge biologique. Ça, c'est l'évidence. Une autre manière de représenter comment la nature de ce rythme endogène de 24 heures, c'est pendant les expériences qu'il a fait un scientifique français, Michel Siffray, en 1962, dans lequel il s'est isolé de manière volontaire dans une cave pour éviter tous les repères temporels qui pourraient l'indiquer ou synchroniser ces rythmes biologiques. Et dans cette condition, on a pu voir, bon, après des autres expériences plus ou moins plus contrôlées, au niveau expérimental, on a pu observer la même chose que Michel Siffray. Il avait observé lui-même sur ces rythmes biologiques. Imaginez-vous qu'ici, vous avez un enregistrement de plusieurs jours dans lesquels lui, par exemple, il a passé 30 jours. Bon, il a passé beaucoup plus, mais ça, c'est juste un exemple. Pendant une condition d'isolement total, sans voir l'alternance jour-nuit. Bon. Avant d'être dans cette cave, donc encore à l'extérieur avec ce cycle jour-nuit, on peut voir, comme on avait dit tout à l'heure, qu'on est active pendant les jours et on dort la nuit. Et tous les jours, c'est comme ça. Okay? Quand on est synchronisé en cycle jour-nuit. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'isole de nouveau, sans cette repère jour-nuit? On voit comment ce rythme, il continue à apparaître, il commence à se décaler un petit peu. Chaque jour, on se lève un petit peu plus tard.
Pourquoi? Parce que la période de notre horloge, c'est un petit peu plus longue de 24 heures. Ça veut dire que chaque jour, notre horloge, il a un petit retard qui nous dit maintenant il faut se lever à cette heure-là, mais avec un petit retard de quelques minutes. Mais qu'est-ce qui se passe si de nouveau on sort de cette cave et on s'expose de nouveau à ce cycle jour-nuit? Bon, évidemment, notre rythme, il va continuer ou commencer à se resynchroniser de manière assez rapide à cette nouvelle cycle jour-nuit, jusqu'à qu'il s'arrive à se synchroniser totalement et avoir une périodicité de 24 heures. Ça, c'est le type d'expérience que Michel Siffray avait fait, et ça, c'est l'évidence expérimentale de cette capacité endogène d'exprimer ce rythme biologique sans la nécessité de l'alternance de la signal externe du cycle jour-nuit. Et c'est qui contrôle? On dit, OK, tous ces rythmes sont contrôlés de manière endogène, mais c'est qui contrôle tout ce rythme biologique? Depuis les années 70, on sait que dans le cerveau, dans une région particulière qui s'appelle l'hypothalamus, ça se trouve un petit noyau, un petit ensemble de neurones, de cellules qui sont les responsables de maintenir ce rythme biologique. Ici, vous avez une représentation de coupe sagittale qui coupe les deux hémisphères en deux, d'un cerveau humain. Et ici, à la base du cerveau, il se trouve l'hypothalamus, qui est un ensemble de noyaux qui sont importants pour tous les processus physiologiques de base de notre organisme. Par exemple, la reproduction, le contrôle de la température, de la prise alimentaire, de la prise hydrique, du sommeil et du rythme biologique. Et ici, cette petite région en vert, ça se trouve un noyau, un ensemble de neurones qui s'appelle le noyau suprachiasmatique. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il est en dessous de l'échiasme optique. L'échiasme optique, c'est l'interaction des deux nerfs optiques qui proviennent de l'œil et qui vont jusqu'au cortex visuel. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le noyau suprachiasmatique. Donc là, on trouve notre horloge biologique. Et comment elle marche, cette horloge? Donc on sait que cette horloge, il a un pattern rythmique d'activité. On sait, vous savez, les neurones, les cellules du cerveau, ils sont en activité électrique, chimique, métabolique. Tout ce processus rythmique, physiologique, électrique, métabolique, etc., dans ces neurones de noyau suprachiasmatique, ils sont rythmiques. Et ça, c'est grâce à la présence d'un certain groupe de gènes qu'on appelle des gènes horloges. Ici, je vous donne juste quelques exemples, comme BMAL, CLOCK, PER et CRY, qui travaillent dans son expression de manière rythmique sur une période de 24 heures. Ça veut dire que l'activation de ce gène, il se passe chaque 24 heures. Comme ici, je vous présente cet exemple du gène qui s'appelle PER, par rapport au mot période, qui suit un pattern rythmique d'expression. Au laboratoire, en utilisant différents types de techniques, on peut enregistrer l'activité de ce gène dans des tissus qui contiennent le noyau suprachiasmatique et pour pouvoir déterminer ce rythme et quantifier l'activité rythmique de cette cellule. Par exemple, si je vous présente une image de l'expression d'une coupe cérébrale, évidemment ça c'est d'une souris, ce n'est pas un humain, c'est une souris, d'une coupe cérébrale d'une souris qui exprime cette protéine ou ce gène PER, et vous pouvez voir ce désenregistrement de plusieurs jours et comment les cellules s'activent, ils s'inactivent, activent, inactivés, sur une période de 24 heures. Ça, c'est notre horloge. L'horloge qui va nous dire, on va s'activer, on va dormir, on va s'activer, on va dormir, on va s'activer, on va dormir. C'est grâce à l'activité de cette gène, l'expression de cette gène, dans chaque cellule, chaque petit point vert, c'est une cellule ou un neurone de ce noyau suprachiasmatique qui exprime cette protéine ou ce gène PER2. Si on regarde plus en détail comment elle est composée cette horloge, quel type de neurones, quel type de cellules on peut trouver là, c'est un noyau très hétérogène, ça veut dire qu'il exprime différents types de molécules chimiques, neuropeptides, neurotransmetteurs, qui sont importantes pour la régulation rythmique des différentes fonctions. Ici, je vous donne que deux exemples des deux types de neuropeptides qu'on peut observer dans ces noyaux suprachiasmatiques.
Ça, c'est de nouveau, ça s'occupe d'un cerveau humain, évidemment, post-mortem, dans lequel on peut voir les noyaux suprachiasmatiques. Ça, c'est le chiasme optique. Comme vous savez tout à l'heure, c'est l'interaction de les deux nerfs optiques qui proviennent de chaque œil. On a les noyaux suprachiasmatiques, et si on regarde plus en détail, on voit que dans la partie supérieure de ce noyau, on a un peptide qu'on appelle la vasopressine. Ça veut dire que c'est des neurones qui contiennent et qui synthétisent et libèrent ce type de neuropeptide dans la partie supérieure du noyau. Et dans la partie inférieure ou ventrale de ce noyau, on trouve un autre neuropeptide que l'on appelle le peptide intestinal vasooptique, OVIP. Donc ça, c'est les deux types de neuropeptides aux molécules chimiques plus importantes qui se trouvent dans cette horloge biologique. Alors, à quoi ça sert cette peptide, cette molécule qu'on trouve dans cette horloge? Principalement, cette peptide VIP, ou VIP, comme il se trouve dans la région ventrale ou inférieure, ça veut dire à la base des noyaux, vraiment en contact avec le chiasme optique, il a une fonction très particulière. Pourquoi? Parce que c'est les cellules qui vont recevoir toute l'information qui provient de l'œil, de la rétine. Pourquoi? Ça, c'est important pour synchroniser justement notre horloge avec les cycles jour-nuit. C'est grâce à ces neurones que cette information lumineuse qui provient des cycles jour-nuit, il va traverser, il va stimuler un groupe spécifique de neurones ou de cellules dans la rétine, qui après, via des nerfs, des fibres nerveuses, ils vont arriver jusqu'à cette horloge biologique, les SIN, les noyaux suprachiasmatiques, et principalement à cette région inférieure des noyaux qui contient cette cellule de BIP, ou des peptides vaso-intestinales actives. Une fois que le noyau suprachiasmatique il reçoit cette information lumineuse et qu'il intègre dans ces neurones de BIP et après de vasopressine, il va envoyer toute cette information au reste du corps pour évidemment synchroniser tous les rythmes qu'on avait parlé tout à l'heure, les rythmes de mélatonine, de cortisol, de température, de vigilance. Donc c'est grâce à cette connexion qui provient de la rétine vers le noyau suprachiasmatique et spécifiquement à la base de cette horloge qui contient cette cellule de BIP ou de BIP, qu'on va synchroniser tout notre rythme biologique au cycle jour-nuit. Mais maintenant, c'est que cette capacité oscillante, ou cette capacité d'horloge dans le noyau suprachiasmatique, on la trouve ailleurs aussi. On ne la trouve pas que dans les noyaux suprachiasmatiques. On la trouve dans des autres régions du cerveau, mais aussi dans des autres organes hors du cerveau. On sait maintenant que différents organes, tels que le foie, l'estomac, le pancréas, les intestins, les muscles, ils sont aussi en capacité oscillante. Ils contiennent, chaque cellule de ces organes, ils contiennent cette gène qu'on avait vu tout à l'heure, qui sont les gènes responsables pour exprimer la rythmicité circadienne de chaque cellule. Donc maintenant, c'est que même si les SIN et le noyau suprachiasmatique, ça reste l'horloge principale, il y a des autres horloges dans le cerveau, mais aussi hors du cerveau, qui doivent être coordonnées entre eux-mêmes pour maintenir une rythmicité globale dans tout le corps humain. C'est comme si, un exemple qu'on veut donner quand on essaie d'expliquer tout ce système circadien composé de différentes horloges, c'est comme si on avait un orchestre dans lequel on a un chef d'orchestre, que c'est les SIN, le noyau suprachiasmatique, et des autres horloges, que c'est les musiciens partout. Donc c'est les SIN, le noyau suprachiasmatique, qui coordonnent toutes ces horloges. Quand il n'est pas là, les autres horloges, même s'ils sont capables de montrer une activité rythmique, ils ont besoin du SIN pour se coordonner entre eux, pour avoir une rythmicité globale, ensemble, en même temps, et maintenir cette rythmicité dans tous les corps. OK, mais comment ça commence le début de ce rythme? On sait évidemment que pendant le développement, les SIN ils commencent à se former, même avant de la naissance, chez l'humain, chez différents mammifères, différentes espèces. Donc on sait qu'évidemment, le petit, quand il est à l'intérieur de sa maman, il n'a pas cette repère jour-nuit, mais il est synchronisé par différents signaux qui proviennent de la mère, comme
types de signaux hormonaux, comme les rythmes de mélatonine provenant de la mère, qui est capable de traverser la placenta et synchroniser l'horloge du petit. Une fois que le petit est né, les rythmes ils commencent à se développer. Imaginez-vous ici, ça c'est un enregistrement de l'activité ou de le cycle veille-sommeil d'un petit quand il est à la naissance. 11 semaines, c'est la date de naissance, 3 semaines, 6 semaines, 7, 9, 11, 13, etc. Et là, vous pouvez voir, chaque ligne noire, ça représente la phase du sommeil des petits. Et en blanc, c'est quand il est actif. Vous pouvez voir comment, au fur et à mesure, il commence à grandir, les petits. Avant, il a des rythmes qu'on dit ultradiens, que c'est inférieur à 24 heures. Pourquoi? Parce qu'un petit qui ne fait pas encore son sommeil, comme on dit, il ne fait pas ses nuits encore. C'est des petits qui s'élèvent la nuit, ils dorment les jours, ils s'élèvent, ils dorment. Donc, il n'a pas de rythme stable. Donc, vous pouvez voir ici comment ce rythme, dans les premiers âges de la naissance, après la naissance, pardon, il n'est pas assez stable. Il est un petit peu arythmique, on va dire. Mais au fur et à mesure qu'il commence à grandir les petits, il commence à montrer un rythme plus stable de son cycle veille-sommeil. Ici, on peut voir déjà comment les petits dorment la nuit, avec toute cette ligne noire, et les jours, il est plus actif. Il fait encore quelques siestes ici. Et on peut voir aussi comment les temps de sommeil, en pourcentage, il commence à être plus équilibré. Avant, les petits dorment plus ou moins 64% du temps de la journée, et au fur et à mesure qu'il commence à grandir, on dirait qu'il commence à diminuer ce temps en pourcentage du sommeil. Donc ça représente le développement, l'évolution de son rythme éveil-sommeil du petit. Donc évidemment, comme les rythmes éveil-sommeil, il va évoluer, il va se développer avec l'âge, des autres rythmes qui sont aussi dépendants de noyau suprachiasmatique, aussi ils vont évoluer et changer avec l'âge. Ici, je vous présente trois exemples de rythmes tels que la température corporelle, la mélatonine, le cortisol, à différents moments de la vie. Ça, c'est l'infancy, que c'est la petite enfance. Après, c'est le childhood, que c'est l'enfance, un garçon entre 7 et 10 ans, par exemple. Après, à l'adolescence, les adolescents ont aussi son rythme. Vous pouvez voir déjà comment, par exemple, le rythme de cortisol, l'amplitude de rythme, elle est beaucoup plus basse quand on est petit, et il commence à s'établir un petit peu plus grande, avec une amplitude plus considérable, à l'âge, surtout à l'adolescence. Après, à l'âge adulte, on continue à avoir un rythme assez important de cortisol, de mélatonine, de température corporelle, et à la troisième âge, on va dire, dans lequel, si vous voyez la grosse différence, c'est que l'amplitude de ces trois rythmes, même s'ils sont là encore, l'amplitude, ça veut dire la différence entre les pics maximum et minimum, il est beaucoup plus petit. On diminue en force ou en amplitude tout notre rythme avec l'âge. Mais notre point important qu'on peut observer ici, c'est, je l'indique ici avec ces lignes rouges, c'est le début ou la phase de sommeil. Qu'est-ce que vous pouvez observer ici? Que à la petite enfance et les enfants, ils dorment plus ou moins, ils commencent un sommeil indiqué par cette barre grise, plus ou moins à la même heure. Mais qu'est-ce qui se passe avec les adolescents? Les adolescents, cet rythme, il est décalé. Évidemment, les adolescents ne peuvent pas se coucher comme quand on était petit à 20h, 21h. Maintenant, ils commencent à se coucher à 23h, minuit, etc. Donc, en adulte, on continue à avoir ce décalage un petit peu moins prononcé par rapport aux adolescents. Et dès qu'on vieillit, on voit qu'on devient un petit peu comme des bébés. On retourne à cette phase plus ou moins matinale dans laquelle on commence à s'endormir plus tôt, comme quand on était petit, différent par rapport à les adultes ou les adolescents. Donc cette différence dans cette phase, on va dire ce type de cycle ou de rythme qu'on présente avec l'âge, on l'appelle les chronotypes. Donc les chronotypes, c'est cette préférence temporelle ou circadienne de notre rythme d'activité-repos de chaque individu. De manière plus colloquiale, on l'appelle soit on est des matins, soit on est des soirs.
Et cette chronotype de être quelqu'un de matin ou quelqu'un de soir, ça va changer avec l'âge. Ici, dans ce graphique, par exemple, ici, ça représente l'âge de 10 à 80 ans. Et ici, ça représente une échelle de cette chronotype. Plus haut c'est la valeur, ça veut dire on est plus quelqu'un de soir. Et plus bas c'est la valeur, ça veut dire on est quelqu'un plus matinal. Okay? Quand on est petit, on est évidemment plus matinal, des valeurs plus matinales. On se réveille tôt le matin, on se couche tôt le matin. On commence à grandir, à devenir adolescent, on voit comment on devient plutôt nocturne, plutôt de type de nuit. Et on commence à vieillir, et ça change de nouveau pour revenir de nouveau à un type matinal, dès qu'on est beaucoup plus âgé. Okay? Donc cette chronotype, cette préférence temporelle de notre rythme d'activité repos, mais aussi de notre rythme, elle va changer de cette manière avec l'âge. Et pourquoi ça c'est important? Et pourquoi on avait dit tout à l'heure, quand j'ai commencé ma présentation, de comment c'est important de savoir ou connaître notre rythme pour pouvoir savoir comment trouver des stratégies pour s'adapter d'une meilleure manière à tous les types de vie actuels qui peuvent perturber notre rythme. C'est parce que si on ne le fait pas, on ne connaît pas comment notre rythme va changer, il sera difficile à éviter certaines conditions qui peuvent affecter notre rythme biologique. Ça, c'est juste un autre exemple, juste pour continuer avec cette différence de comment ce rythme évolue avec l'âge. Ça, c'est le rythme d'activité repos de nouveau à différentes étapes de notre vie, à différents âges. Ici, par exemple, je représente un enregistrement de l'activité, des rythmes d'activité repos de différentes personnes de différents âges. Ici, vous pouvez voir, chaque barre noire, ça représente l'activité de la personne. Et quand il n'a pas d'activité, ça représente que la personne est en train de dormir, c'est son repos. Okay, vous pouvez voir ici une personne plus ou moins jeune, entre 21 et 34 ans. On a un rythme, avec ces 5 jours d'enregistrement, vous pouvez voir un rythme jour-nuit d'activité repos assez stable. Dès qu'on commence à vieillir, par exemple, une personne entre 36 et 44 ans, on voit quand même encore ce rythme assez stable, mais on commence à voir que la différence entre l'amplitude de ce rythme par rapport à cela, c'est quand même assez évidente. On commence à voir cette diminution de l'amplitude de rythme. Ça, c'est une personne encore plus âgée. Vous pouvez voir aussi comment il n'y a pas qu'un effet sur l'amplitude de la rythme qu'il commence à diminuer, mais aussi vous pouvez voir qu'il y a un rythme un petit peu fragmenté. Il n'est pas assez stable. On voit que la personne, par exemple, a des moments d'activité, mais après des repos, peut-être des petites siestas ou moins d'activité, et parfois pendant la phase de sommeil, c'est des personnes qui ont quelques périodes d'activité. Donc c'est un rythme un petit peu plus bruyant, on va dire. Et là, c'est une personne encore plus âgée, entre 80 et 91 ans. On voit aussi comment, surtout la fragmentation des rythmes, comment pendant une journée, la personne peut avoir un rythme d'activité assez considérable au début de la journée, après un gros trou ici d'inactivité, après de nouveau d'activité. Donc on commence à voir tout ce changement au niveau de ce rythme d'activité-repos avec l'âge. Et là, quand on regarde la qualité de sommeil de la personne, on voit que aussi ça change. Par exemple, la qualité de sommeil de cette personne, elle va changer avec l'âge. Il va commencer à diminuer, que c'est en relation à cette perturbation de ce rythme d'activité-repos. Et ça, bon, ça c'est de nouveau l'amplitude de chaque rythme, la force de chaque rythme. On voit comment, avec l'âge, cette amplitude, elle commence à diminuer. Okay? Il y a une corrélation assez importante que plus on avance en âge, la qualité de sommeil commence à diminuer, mais aussi l'amplitude ou la force de notre rythme biologique. Bon, et comme je disais tout à l'heure, je reviens avec cette partie de comment l'importance de connaître notre rythme, car on est exposé actuellement à différentes conditions qui peuvent perturber notre rythme biologique. Et là, je vous présente quelques cas dans lesquels on connaît tous et dans lesquels on était déjà exposés tous et que parfois on ne se rend même pas compte que c'est des fortes
conditions qui vont perturber notre sommeil, notre cycle activité-repos, notre cycle au rythme hormonaux, mais aussi notre horloge biologique. Donc les cas assez classiques du jet lag ou les décalages horaires, le travail posté, le travail de nuit, la pollution lumineuse, qu'actuellement, surtout pour les adolescents, de s'exposer à la lumière la nuit qui perturbe notre rythme, c'est quelque chose de très considérable maintenant en l'actualité, et aussi le jet lag social. Après, je vais vous expliquer c'est quoi ce jet lag social. Et pourquoi ça c'est important? Je vais vous donner quelques exemples de comment à différents moments de notre vie, ce type de perturbateurs de notre rythme, ils vont affecter notre horloge, notre rythme biologique. Ici, par exemple, c'est une étude qu'on connaît déjà tous, que les adolescents, ils ont un gros problème pour se réveiller tôt les matins pour aller au collège, au lycée, etc. Pourquoi? Parce que son rythme biologique n'est pas adapté à ces horaires. Donc, ils sont un chronotype, rappelez-vous, ils sont un chronotype de nuit, un chronotype tardif. Donc, pour eux, c'est plus efficace au niveau biologique de décaler son rythme, ses activités, et de les commencer un petit peu plus tard. Mais malheureusement, on ne peut pas, parce qu'il faut qu'il aille au collège, au lycée, tôt le matin. Ça, c'est une expérience qu'on a fait aux États-Unis, dans laquelle on enregistrait l'activité, les rythmes d'activité des adolescents en 2 différentes années. Et la différence, c'est que en 2016, ils avaient un programme d'activité de début des activités scolaires tôt le matin, ça veut dire 8 heures tous les jours. Et l'année d'après, ils sont décalés de 1 heure. À la place de commencer les cours à 8 heures, ils sont commencés à 9 heures. Et vous pouvez ici déjà voir comment ce petit décalage entre une année et l'autre. En 2016, les adolescents doivent commencer son activité beaucoup plus tôt par rapport à 2017 en bleu. Et là, quand on regardait évidemment la duration de son sommeil, évidemment, c'était beaucoup meilleur l'année d'après, parce que, comme on a décalé d'1 heure ce début des cours ou des activités scolaires, les adolescents pouvaient dormir un petit peu plus. Et donc, cette heure de plus de sommeil, c'était quand même assez significatif pour eux. Ces différences, par contre, on ne les voit pas quand les enfants en week-end, quand les adolescents ne sont pas à l'école. Donc, ça veut dire qu'en week-end, quand ils n'ont pas cette pression sociale d'aller au collège, au lycée, évidemment, les adolescents peuvent se réveiller alors qu'ils veulent. Donc, ils s'expriment vraiment son sommeil biologique. Il n'a aucune pression sociale ou scolaire qui les dise, voilà, il faut te réveiller à telle heure pour aller au collège, etc. Et donc là, entre une année et l'autre, on ne voyait pas de différence. Donc, ça veut dire que la différence, c'était vraiment en semaine, quand les adolescents devaient aller à l'école. Ici, il n'y a pas de différence dans la quantité de sommeil. Les adolescents pouvaient dormir la même quantité de sommeil les week-ends entre une année et l'autre. Et quand on regarde, qu'est-ce que ça a changé au niveau de ces notes, ces activités scolaires, sa performance, sa capacité cognitive, etc., on voyait des changements quand même. C'était faible, mais c'était significatif. Ici, vous pouvez voir que les évaluations des adolescents d'une année à l'autre, ils changeaient pour des biens. Il augmentait. Ici, avec un pourcentage de réussite beaucoup plus important, l'année dans laquelle on avait décalé les horaires scolaires, on avait aussi une diminution de l'endormissement pendant le matin, parce que les adolescents, quand ils doivent se réveiller très tôt le matin, parfois pendant la journée, ils sont en train de s'endormir à cause de ce manque de sommeil. On voyait quand même que cette somnolence, cet endormissement, il diminuait l'année d'après de manière significative, quand on avait juste décalé l'heure du début de l'école. Après, on avait vu aussi, évidemment, les retards par année scolaire, il avait diminué. Les adolescents, ils arrivaient à l'heure qu'il fallait. Ils n'étaient pas en train de courir le matin pour arriver avant que la porte se ferme. Donc, ils arrivaient toujours au bon moment, ils n'étaient pas en retard. Et aussi les absences. Les absences des adolescents, c'était beaucoup moins importante l'année dans laquelle on avait décalé son rythme des activités scolaires. Donc, il n'y avait que des choses bénéfiques. Après, c'est juste un décalage des programmes scolaires de 1 heure. Et pourquoi ça c'est important? Parce que le fait d'avoir ce décalage, ça les permet aux adolescents de maintenir un sommeil beaucoup plus important en quantité et en qualité. Et le sommeil, c'est quelque chose que,
pour tout le monde, pas que pour eux, mais surtout pour eux, en plein développement, c'est hyper important pour leur fonctionnement, pas juste cérébral, mais de manière générale physique, et pour éviter l'apparition de différents types de problèmes psychologiques, physiologiques, etc. Pourquoi? Parce que, par exemple, on sait qu'à la table d'adolescents, maintenant, on sait que les adolescents, c'est ceux-là qui souffrent, qui présentent plus de problèmes de type psychologique. Par exemple, on sait que les taux des personnes qui présentent une dépression, bon, ici c'est des données aux États-Unis, c'est beaucoup plus important chez les jeunes entre 12 et 18 ans, 25 ans. Donc les adolescents, jeunes adultes, par rapport aux adultes ou les personnes âgées. Donc comment est-ce qu'on peut avoir des effets sur ce type des aspects comme les émotions, dans ce cas-là la dépression, si on n'a pas un bon sommeil, si on n'a pas une bonne qualité du rythme? C'est justement parce que, comme on a parlé tout à l'heure, vu que les adolescents, ils passent par une période dans laquelle son rythme, il est plutôt un rythme différent à le nôtre, ça veut dire un rythme plutôt de nuit, il faut qu'eux, ils soient adaptés à un horaire dans lequel ça les permet de maintenir un sommeil de bonne qualité et en bonne quantité. On sait par exemple que, comme on avait dit tout à l'heure, les chronotypes, surtout les adolescentes, il a une relation assez importante les types de chronotypes avec différents types de comportements, surtout chez les adolescents. Par exemple, ici, c'est des résultats dans lesquels on voit les niveaux de chronotypes. Ça veut dire les valeurs plus bas, c'est un chronotype plus matinal et beaucoup plus large. La valeur, c'est un chronotype plus de nuit. On voit comment, déjà ce qu'on avait parlé tout à l'heure, les niveaux de dépression ou des sentiments dépressifs, des sentiments émotionnels négatifs, c'était beaucoup plus important chez les adolescentes avec un chronotype de nuit plus grande, plus importante. Mais il n'y avait pas que ça, sur des types de comportements, par exemple la consommation de différents types de drogues, des drogues acceptées, on va dire, la cigarette par exemple, les pourcentages des adolescents qui fument, ceux-là, ils sont relationnés avec un chronotype beaucoup plus de nuit. Pareil, la consommation d'alcool ou la consommation, par exemple, des boissons énergétiques. Donc, voilà, vous voyez comment cette chronotype, mais surtout pas qu'à cause du chronotype, mais surtout que c'est un chronotype qui n'est pas adapté à la situation sociale dans laquelle, biologiquement, il est faux. Parce qu'il y a cette pression sociale et scolaire d'être à l'heure ou d'être synchronisé, d'être actif à certaines heures, que son horloge ou sa biologie, il n'est pas du tout adapté. Ça peut être important pour développer tout ce type de comportement. Ok, tout à l'heure on a parlé de c'est quoi le jet lag social et que c'est malheureusement de ça que les adolescents souffrent beaucoup, mais tous, mais surtout eux à cause de cette chronotype de nuit. En fait, normalement, ce jet lag social, c'est les décalages entre les heures d'endormissement en semaine et en week-end. En semaine, à cause de la pression sociale, même nous, des travail, des activités scolaires, etc., on doit se réveiller avec l'horloge de la montre, quoi. Donc on s'est réveillé à 6 heures ou à 7 heures pour être à l'heure à l'école. Mais en week-end, comme on n'a pas cette pression sociale, on peut se réveiller à l'heure qu'on veut. Vraiment à l'heure que notre horloge, il nous dise, à cette heure-là, il faut que tu te réveilles parce que tu as besoin de cette quantité de sommeil. Ce décalage ou cette différence entre l'heure d'endormissement de la semaine et la nuit, c'est ça qu'on appelle le jet lag social. Plus large est ce décalage, il y a des exemples dans lesquels des adolescents surtout qui se couchent en semaine, qui se réveillent en semaine à 6 heures du matin, mais que le week-end, ils se réveillent à 11 heures midi, c'est vraiment 5-6 heures de décalage. C'est comme si on fait un voyage vers les États-Unis et on revient. Donc imaginez-vous, c'est comme si on fait un voyage vers les États-Unis en vendredi et on revient le dimanche soir, parce que le lundi, il faut qu'il se recale de nouveau. Donc imaginez-vous cette condition chaque semaine, c'est comme un décalage horaire, vraiment, de chaque week-end, chaque semaine. Évidemment, c'est des cas vraiment très particuliers, quand il y a un jet lag social de 6 heures, mais il y a des cas des adolescents qui se réveillent vraiment un week-end à midi.
Normalement, c'est entre 9 heures, 10 heures, il y a un petit décalage de 2-3 heures, mais il y a quelques cas dans lesquels ce décalage il est très large. Donc, plus large c'est ce décalage, l'effet négatif qu'il peut avoir sur notre santé, c'est beaucoup plus important. D'ailleurs, on sait par exemple que ce jet lag social, il a une relation importante, ce jet lag social, pas que chez les adolescents, mais aussi chez les adultes, avec l'obésité. Plus le jet lag social est large, ça veut dire qu'on a un jet lag social de 1 heure, 2, 3, 4 ou 5 heures, on voit comment les pourcentages de la masse, l'index de masse corporelle, il augmente. Donc les gens avec un décalage social, un jet lag social de plus de 5 heures, c'est des gens qui sont, je ne veux pas dire que c'est une cause-conséquence, c'est une relation importante, c'est juste une relation. C'est des gens qui présentent plus de problèmes de surpoids ou d'obésité, à cause de ce décalage énorme qui existe entre les heures de réveil ou de couchage la semaine et le week-end. Bon, on a parlé de cette jet lag social, les adolescents, les chronotypes, mais les adultes aussi, au fur et à mesure qu'on commence à évoluer notre horloge, on s'est dit, bon, on n'a plus ce problème de jet lag ou de chronotypes parce que maintenant, on commence à revenir de nouveau des chronotypes de type de jour. Mais il y a quelques cas particuliers dans lesquels les activités, ça impose de nouveau une perturbation de nos rythmes à cause des activités surtout de travail. On connaît que les travailleurs de nuit, les travail postés, c'est des gens qui souffrent beaucoup de cette perturbation de leur rythme. Et comment on le voit ça? En fait, normalement, dans un cas idéal, notre rythme il devrait être comme ça. Ici, c'est juste pour vous montrer un exemple d'un rythme physiologique. Dans ce cas-là, c'est le rythme de la mélatonine. Quand on est bien synchronisé à notre cycle jour-nuit, on voit comment, ça c'est l'ordre endogène de notre horloge, qu'il est bien en phase ou bien synchronisé avec les cycles externes, la signal externe, et notre nuit endogène, nos nuits circadiennes de notre horloge, elle est bien synchronisée avec la nuit externe, on a un rythme parfait. Un très joli rythme, une jolie amplitude, avec un bon sommeil et une bonne activité. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est totalement l'inverse? Quand à l'intérieur de notre cœur, c'est des jours, à l'extérieur, ça fait la nuit, comme ça peut être le cas pour différents travailleurs de nuit, on voit comment, déjà, notre rythme, dans ce cas-là de la mélatonine, il baisse en amplitude, perturbe déjà le rythme. Pourquoi? Parce que la nuit endogène, notre nuit biologique, elle n'est pas la même que la nuit externe. On n'est pas en face, on n'est pas synchronisé avec les rythmes extérieurs. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? On a vu des collègues dans lesquels on étude justement des processus métaboliques liés par exemple, à l'écart antérieur que vous avez présenté comme l'obésité. On voit que les gens qui sont en décalage de ou avec une perturbation de son rythme, comme les travailleurs de nuit, c'est des gens qui présentent une mauvaise régulation des métabolismes de la glucose. Ici, par exemple, on voit comment une personne en une condition bien synchronisée, bien stable, idéale, chaque fois qu'on mange, ici c'est un petit repas qu'on a, ce petit carré noir, on a un pic de glucose en bleu. C'est une réponse normale, on vient de manger de la glucose circulante dans le sang. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ont un travail posté, qui est décalé, qui est dans cette condition? On voit qu'il y a cette petite réponse de glucose qui augmente, hop, mais il est beaucoup plus haut. Et il se maintient encore plus haut. Il prend plus de temps à diminuer. Donc on a plus de glucose qui circule dans le sang. Et ça, c'est à cause que quand on regarde au niveau de l'insuline, que c'est l'hormone qui va réguler ce niveau de glucose dans le sang, on voit que chez les gens qui sont décalés, ce rythme, il est en retard. Cette pic d'insuline qui vient après les repas, il est en retard, il est décalé. Okay? Donc ça permet que cette glucose, il reste beaucoup plus de temps dans le sang. Évidemment, c'est une réponse physiologique que notre corps il est habitué à faire ça. C'est pour ça que notre corps il est fait. Mais de manière chronique et récurrente, des gens qui travaillent dans ce type de conditions pendant des années, ça peut être très, très dangereux. Une autre chose qu'on sait par rapport à ces gens, les travailleurs postés, on sait que, par exemple, c'est des gens qui sont à un niveau des émotions ou des humeurs beaucoup moins... comment dire, avec des tendances plutôt dépressives, parce que c'est des gens que, ici c'est une échelle dans laquelle on peut mesurer l'humeur d'une personne,
de meilleure humeur, de mauvaise humeur, ont tendance à la dépression. C'est des gens qui sont dans une condition de travail posté, c'est des gens qui présentent une baisse de cette condition d'humeur. Et aussi l'efficacité de son sommeil, c'est beaucoup plus mauvais ou moins bonne chez les gens qui sont dans une condition de travail posté. Une autre condition, bon, ici je vous donne un exemple, que c'est les travailleurs de nuit, mais une autre condition assez importante dans laquelle on est tous exposés, c'est justement le cas les voyages décalés. On sait que quand on prend l'avion pour aller aux États-Unis ou dans l'autre côté pour aller en Asie, notre horloge, il faut qu'il s'adapte à cette nouvelle cycle dans lequel il est totalement décalé de 6, 7 heures, 5 heures. Donc ça prend du temps que notre horloge, il s'adapte rapidement à cette condition. De nouveau, quand c'est une fois par an, etc., il n'y a pas de problème. Mais le problème, ça vient quand c'est de manière chronique. Donc là, par exemple, c'est une étude assez super intéressante dans laquelle, avec des gens, des hôtesses de l'air qui travaillaient dans une compagnie aérienne, on a regardé, il y avait des femmes et des hommes, je crois, si je me souviens, dans lesquels on voyait celles-là qu'il devait prendre l'avion, par exemple, pour aller aux États-Unis, et qu'ils savaient le temps de récupération là-bas, avant de reprendre l'avion pour retourner en Europe. Mais un autre groupe qui ne savait pas le temps, que tout de suite qu'ils arrivaient aux États-Unis, ils devaient retourner tout de suite en Europe. Donc là, c'est ça qu'on appelle les short recovery, les long recovery. Les short recovery, c'est celle-là qui n'avait pas le temps. Dès qu'ils arrivaient, tout de suite, le lendemain, hop, on revient. Et là, vous pouvez voir que le volume d'une région du cerveau, qui est important pour des processus cognitifs tels que l'apprentissage et la mémoire, il avait diminué de manière importante d'une partie de l'hémisphère droite, de cette personne qui n'avait pas le temps de retourner, qui devait retourner tout de suite. Par contre, les gens qui avaient le temps de se récupérer, de s'adapter au nouveau cycle avant de retourner en Europe, c'était des gens qui n'avaient aucun problème, aucune différence de ce volume de cette région cérébrale. Et en plus de ça, on voyait que les gens qui avaient cette récupération plus longue, plus importante, c'était des gens qui, dans un test cognitif, sa moyenne de réponse correcte dans son évaluation, c'était beaucoup plus important par rapport aux gens qui ne savaient pas ce temps de récupération. Donc, cette perturbation au niveau cérébral, il pourrait être lié à cette altération de ses capacités cognitives. Alors, qu'est-ce qui se passe quand, évidemment, on est exposé à ces différents types de décalage horaire à différents âges? Par exemple, on sait qu'apparemment, les personnes âgées qui sont exposées à un changement de sa phase de cycle journée de 6 heures, ça veut dire un équivalent d'aller d'ici à New York, par exemple, ils ont plus de temps à récupérer et se synchroniser. Ici, c'est des rythmes d'activité, de température corporelle des personnes, des hommes et des femmes âgés, dans lesquels la petite ligne rouge indique les moments dans lesquels ils ont eu ce décalage de 6 heures. Et si vous pouvez voir, avant, ce rythme de température corporelle, il était assez quand même très robuste et très important, mais dès qu'on voit le décalage, on voit comment l'amplitude de rythme, il a diminué de manière considérable. Et par les groupes des hommes, on voit que ce rythme, les 2 ou 3 premiers jours, il est totalement perturbé à cause juste de ce changement de 6 heures de décalage qui simulait un voyage d'ici vers les États-Unis, par exemple. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre horloge dans le cerveau? Ici, expérimentalement, on peut évaluer comment les animaux au laboratoire ils répondent à un décalage horaire équivalent à un voyage d'ici aux États-Unis. Ici, c'est juste un enregistrement de l'activité locomotrice d'une souris dans lequel on l'expose, on va dire, un voyage aux États-Unis, indiqué par la petite flèche rouge. Et l'activité des souris indiquée par cette barre noire, il doit se décaler, avancer de manière progressive, ce n'est pas tout de suite, de manière progressive, jusqu'à ce qu'il s'adapte de nouveau à ce nouveau cycle journée. Et quand on regarde dans ce noyau suprachiasmatique son horloge principale, on voit ça. Ici, chaque ligne, ça représente l'activité neuronale de différentes cellules dans une souris contrôle. Ça veut dire qu'il n'a pas suivi ce décalage. On peut voir comment ce rythme d'activité, chaque cellule, chaque neurone, ils sont bien synchronisés, en phase. Tous, ils vont en même temps. Par contre, la souris qui a souffert de ce
jet lag, on va dire, ce décalage horaire, on voit comment c'est totalement perturbé. Chaque cellule est en train d'aller à gauche, à droite. Il faut des temps pour que cette horloge, il se resynchronise de nouveau et qu'il maintienne un rythme de manière cohérente et synchronisée entre toutes ces cellules. Et quand on regarde ce type de réponse de manière expérimentale chez la souris, on voit que des souris âgées, ils commencent à avoir très très gros problèmes quand on les expose de manière chronique à ce type de décalage, soit à une avance de ce cycle journée de 6 heures ou un décalage. Ici, vous pouvez voir les taux de survie, des différentes conditions de jet lag. En noir, c'est des souris contrôle, c'est des souris âgées. La ligne noire représente les groupes de souris contrôle, ça veut dire qu'ils ne sont pas suivis ce décalage horaire. En vert, c'est des souris âgées qui sont suivies ce décalage horaire, mais en retard de phase. Ça veut dire qu'on a décalé, on retarde son cycle jour-nuit, comme si c'est l'équivalent quand on y va d'ici vers les États-Unis, par exemple, parce que là-bas, ils sont en retard. Et en rouge, c'est des souris âgées qui sont suivies en avance de phase. C'est l'équivalent quand on revient des États-Unis vers la France, par exemple. Parce que là, ici, on a avancé, donc il faut qu'on accélère notre horloge pour s'adapter. Et là, vous pouvez voir que les taux de survie, surtout les souris âgées exposées à cette avance de phase de manière chronique, ils chutent de manière assez considérable. Donc ça, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est le taux de mortalité. Il est plus fort chez les souris âgées qu'ils sont exposés de manière chronique à cette avance de phase de manière répétée. Et pourquoi les souris âgées sont très susceptibles à ce type de changement? C'est parce que l'horloge suprachiasmatique dans des souris ou des personnes âgées, elle change de manière considérable. L'activité électrique, comme je vous savais tout à l'heure, les cellules de SIN, c'est des neurones qui sont en activité électrique. Ils présentent une rythmicité de cette activité électrique. Ça, c'est l'activité électrique du noyau suprachiasmatique d'une souris jaune. Donc, vous pouvez voir des très jolis rythmes. Et quand on fait la moyenne, on voit un très joli rythme d'activité électrique du neurone de cette souris, avec une forte activité pendant le jour et une baisse pendant la nuit. Qu'est-ce qui se passe avec les SIN d'une souris âgée? C'est totalement presque arythmique. Ça baisse beaucoup l'amplitude, et quand on fait la moyenne, ça baisse de manière considérable par rapport à une souris jaune. Qu'est-ce qui se passe chez nous, chez l'homme? Ça, vous pouvez voir tout à l'heure, au début de cette conférence, je vous avais parlé des deux types de peptides de neurones qui synthétisent notre horloge suprachiasmatique, que c'est des neurones qui contiennent un neuropeptide qui s'appelle vasopressine ou VIP. Ici, c'est la vasopressine. Vous pouvez voir comment le nombre de ce type de neurones, il va commencer à chuter, à diminuer avec l'âge, de manière considérable. Et quand on regarde l'autre type de neurones, des VIP, on voit que aussi, ici c'est de manière très intéressante parce que cette chute, c'est significatif, surtout chez les hommes, pas chez les femmes. Chez les femmes, on ne trouve pas de différence, mais chez les hommes, on voit une chute considérable du nombre de neurones de cette peptide dans le noyau suprachiasmatique. Et si on regarde plus précisément le rythme de l'expression de cette peptide dans le noyau suprachiasmatique des cerveaux humains, on voit que des personnes des âges moyennes, on va dire qu'il y a un joli rythme d'activité de l'expression de cette peptide vasopressine, mais chez des personnes âgées, on voit comment le rythme de cette activité ou de l'expression de cette peptide dans le noyau suprachiasmatique, il n'est plus là. Ça n'existe pas. Évidemment, tout ça, c'est des études post-mortem, c'est des cerveaux post-mortem qu'on a récupérés dans ces banques de cerveaux pour faire cette détermination de l'expression de cette peptide. Donc là, ça peut devenir encore pire quand, en plus de l'âge, il y a des conditions mentales ou psychiatriques ou neurologiques importantes. Ici, vous pouvez voir l'exemple, de nouveau, le même type de rythme activité-repos dans différents âges ou de différentes conditions neurologiques. Ici, c'est par exemple des rythmes des gens, personnes avec un rythme très stable chaque jour, des rythmes activité-repos, des personnes plus âgées avec un rythme assez stable mais avec petite fragmentation au milieu de la phase d'activité, et des personnes âgées mais avec des problèmes d'Alzheimer disease, AD ici. Vous pouvez voir comment le rythme
il est totalement perturbé, même presque absent. OK? OK, donc l'horloge, notre horloge change avec l'âge, elle va changer tout le temps. Et il faut savoir quelles stratégies prendre pour pouvoir éviter des conséquences négatives. Qu'est-ce qu'on sait? Comment on peut adapter notre horloge à des conditions idéales pour éviter des conditions négatives? Là, il y a des expériences dans lesquelles, comme je vous avais parlé tout à l'heure, un des facteurs plus importants qui synchronise notre rythme biologique, c'est le cycle jour-nuit. Malheureusement, maintenant, à cause du type de vie qu'on a, on est moins exposé à la lumière de jour, à la lumière naturelle, parce qu'on reste à l'intérieur, chez nous, dans les bureaux, etc. On s'expose moins à la lumière naturelle, que ça c'est hyper important. Ici, c'est une expérience, par exemple, à des personnes avec des problèmes dans un hôpital, avec des problèmes de démence, dans lesquels sont un rythme altéré, comme vous savez tout à l'heure, de son rythme d'activité repos, très perturbé, très altéré. Mais ces gens, ils habitaient dans un hôpital avec des salons, avec des lumières à l'intérieur, avec une intensité assez faible. Mais qu'est-ce qui se passe? L'effet de juste changer l'intensité de la lumière pendant les jours, hein, pas pendant la nuit, pendant les jours. Dans les salons dans lesquels ces gens habitaient, on voit que juste l'effet d'augmenter avec des lampes, avec une intensité beaucoup plus importante, on voyait comment le rythme de la même personne commençait à changer. Donc, pourquoi? Parce qu'on renforçait l'amplitude de ce rythme grâce à cette stimulation assez précise et plus importante d'un cycle lumière-obscurité avec cette intensité des lampes. C'était des gens qui ne pouvaient pas sortir tout le temps à l'extérieur, mais c'est des gens qu'il faut favoriser qu'à l'intérieur, s'ils restent à l'intérieur, l'exposer quand il faut à une intensité de lumière plus ou moins similaire à cette lumière naturelle qui va permettre que ce rythme soit plus stable et plus robuste. Là, on sait au niveau expérimental, par exemple, que des animaux, des souris, dans ce cas-là, c'est des rats, qui suivent plus ou moins un même type de conditions que la précédente, c'est des animaux qui, dans une cage, quand on les expose à un cycle lumière-obscurité avec des lumières plus intenses, de manière intéressante, c'est que des rats âgés, que normalement, qu'on avait dit, ils diminuent ce nombre de neurones à vasopressine, en barre gris avec l'âge, mais ils sont exposés de manière de manière assez importante, un cycle jour-nuit avec une intensité de lumière assez importante, on voit comment cette perte de neurones à vasopressine, il n'est pas assez fort et il se maintient beaucoup plus importante que des souris ou des rats qui sont exposés à un cycle jour-nuit avec une lumière beaucoup plus faible. Donc vous voyez, on est en train de renforcer ou donner des conditions idéales pour notre horloge pour éviter que notre rythme, déjà que notre horloge il s'altère et que notre rythme, par conséquence, il devienne altéré. J'ai parlé de la lumière comme les facteurs ou les agents principaux qui synchronisent notre rythme. Mais maintenant, on sait qu'il y a d'autres facteurs, à part la lumière, que c'est des synchroniseurs très importants pour notre rythme biologique, inclut notre cerveau dans les SIN, mais aussi tous nos horloges du corps. Deux exemples ici, juste pour vous donner, c'est les repas, l'heure de repas principalement, et l'activité physique. D'ailleurs, on sait que l'heure de repas, c'est un facteur très important pour aller diminuer l'apparition, le développement de certaines conditions, certaines pathologies chez des animaux expérimentaux, mais aussi chez l'humain. Par exemple, vous vous rappelez les conditions des travailleurs de nuit au niveau métabolique, de régulation de glucose, des gens que, à cause de ce travail de nuit, c'était des gens qui présentaient une augmentation plus importante de glucose quand ils mangeaient, avec un décalage de la libération d'insuline. Ça, c'était des gens qui mangent la nuit parce qu'ils travaillent la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe si tous ces types de gens, des travailleurs qui travaillent la nuit, on les synchronise avec un repas qu'ils mangent exclusivement pendant les jours, quand sa biologie le demande, on voit que ce changement au niveau de la régulation de glucose, ça n'existe pas. Donc, c'est des gens qui régulent la glucose de manière parfaite, même s'ils restent comme travailleurs de nuit. Mais juste le fait de manger tous les jours à la même heure, mais pendant la journée, ça évite d'avoir ce type de problème au niveau métabolique. Donc, vous voyez, il y a des autres conditions qui peuvent nous aider à maintenir et améliorer notre rythme biologique, et surtout quand on est dans des conditions défavorables, comme en conditions de travail de nuit. D'autres aspects plutôt psychologiques, comme
l'humeur aussi, il peut être amélioré par cette condition de repas pendant la journée. Ici, c'est les mêmes types de conditions des travailleurs de nuit, mais des travailleurs de nuit, oui, qui mangent la nuit. Son état d'humeur, ça veut dire il est beaucoup plus négatif quand c'est des gens qui mangent la nuit, indiqué par cette ligne orange, pendant différents jours de l'expérience. Mais quand c'est des gens qui mangent exclusivement les jours, on peut voir comment cet état d'humeur, il s'améliore juste pour le fait de manger les matins, d'être synchronisé à l'heure du repas, que ce soit que les matins, qu'ils ne mangent pas la nuit, qu'ils mangent que les jours. D'accord, même s'ils restent comme travailleurs de nuit. Un autre exemple, tout à l'heure, je vous avais parlé de la nourriture, mais notre facteur, notre agent, que c'est très important pour synchroniser notre rythme biologique, c'est l'activité physique, et surtout l'activité physique temporelle. Donc là, c'est juste une étude dans laquelle on avait vu comment des hommes âgés, avant de s'imposer un rythme de fitness, d'activité physique, d'entraînement, etc., ils avaient un rythme plus ou moins correct, avec toutes ces mêmes caractéristiques qu'on avait tout à l'heure, un peu perturbé pendant la nuit, avec des rythmes fragmentés, des petites inactivités au milieu du jour, etc. Mais dès que les gens, on impose un travail d'activité physique régulier, tous les jours à la même heure, on voit comment le rythme de cette personne activité-repos, il devient beaucoup plus robuste, beaucoup plus important. Okay? Donc c'est notre exemple de dire comment il faut connaître quel type de conditions ça pourrait favoriser que notre rythme, notre horloge, il soit beaucoup plus performante. Donc je dirais bien avec la même dia, on sait que notre horloge et notre rythme, elles changent avec l'âge et qu'on va avoir différentes capacités à répondre à les différents facteurs externes selon les conditions, les caractéristiques de notre horloge et notre rythme. Mais maintenant, on sait aussi que certains agents, on peut les appeler des perturbateurs de notre rythme biologique, comme je vous avais donné quelques exemples, comme le travail de nuit, comme le jet lag social, mais aussi comme la pollution lumineuse. Mais heureusement, on sait maintenant que certaines conditions peuvent nous aider à aller nous battre contre ce type de vie qui perturbe notre horloge et notre rythme biologique, tel que l'exposition à la lumière de jour, et surtout, beaucoup plus important, c'est la lumière naturelle, qui va synchroniser, renforcer notre horloge et notre rythme. L'heure du repas, qui est un facteur de synchronisation très important, ou l'activité physique. Donc, ça, c'est un petit peu le message plus important à passer. Donc, le message plus important, c'est on sait que notre rythme et horloge vont changer, mais on connaît maintenant un petit peu comment aller aider notre horloge et notre rythme pour favoriser notre condition avec ce nouvel style de vie qu'on a et, de manière générale, favoriser notre santé et notre bien-être. Donc, le dernier message que je vais vous faire passer, c'est laissez-vous écouter votre corps et surtout les horloges de votre corps, parce que c'est très important pour maintenir une bonne santé, un bon bien-être à tout moment de notre vie. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Tu as dépassé un peu le rythme de la conférence. Ouais. Bien, donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, monsieur. Alors, monsieur et après. Merci. Comment est régulée l'horloge biologique chez les aveugles qui ne voient pas de la lumière? C'est très intéressant comme question. En fait, les aveugles, c'est comme si, c'est comme l'exemple que je vous avais donné de Michel Siffre. C'est comme si des gens qui sont dans une cave, qui ne voient pas cette cycle jour-nuit, ils ne peuvent pas synchroniser. Donc, c'est des gens comme c'était un libre cours qu'on appelle. Il exprime son rythme endogène. Par contre, comme on avait vu qu'il y a des autres agents, à part la lumière, qui peuvent synchroniser l'horloge, c'est des gens qui synchronisent plus rapidement, plus facilement avec l'heure de repas, avec l'activité physique, avec l'activité sociale aussi. C'est des gens qui utilisent des autres repères temporels pour synchroniser, synchroniser son horloge avec l'activité de manière générale.
Mais c'est une horloge qui ça reste quand même fonctionnelle. C'est juste qu'il n'y a pas la porte d'entrée pour les synchroniser au cycle jour-nuit. Je ne sais pas s'il vient de répondre. Merci pour cette conférence très intéressante. Dois-je comprendre que la sieste postprandiale n'est pas recommandée pour la synchronisation des rythmes circadiens? Oui, en fait, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne aussi, parce que la physiologie, surtout des sommeils de chaque personne, ça change énormément. Il y a des gens qui sont des petits dormeurs, des grands dormeurs, etc. Mais l'important, c'est qu'on peut faire une sieste, normalement, mais il ne faut pas qu'il dépasse certains temps, parce que sinon, ça nous ramène à les différentes phases du sommeil. Le sommeil est divisé en différents épisodes, et si nous amène un épisode de sommeil plus profond, après, ça va décaler notre horloge, et pour s'endormir la nuit, ça va être difficile. Mais si une petite sieste de 15-20 minutes juste de récupération, c'est même recommandé. Merci. D'une manière individuelle, existe-t-il des outils techniques ou méthodologiques pour connaître son horloge interne? Pourquoi, pardon, je n'ai pas compris? Je répète. Oui, s'il vous plaît, merci. D'une manière individuelle, oui. personnellement, oui. Existe-t-il des outils techniques ou méthodologiques pour connaître mon rythme individuel d'horloge? Oui, ça existe. C'est l'imagerie, des techniques d'imagerie maintenant, dans lesquelles on peut suivre l'activité d'une personne. On se met dans des scans, par exemple, et on peut suivre l'activité, le niveau d'oxygène, par exemple, le niveau d'utilisation de glucose, ou de manière spécifique de la région de notre horloge biologique, pour savoir son activité. Oui, ça existe des techniques d'imagerie, oui. Mais en dehors de la médecine, est-ce que dans mon quotidien que je vis, y a-t-il une méthode de dire, tiens, mon horloge, il faut dormir à 10 heures et se réveiller à 6 heures. Et si je suis en déphasage, comment je peux me resynchroniser avec? C'est la méthode qui m'intéresse. Oui, je pense que les méthodes... Comment je suis? Parce que je ne connais pas mon horloge interne. Et comme cette horloge, elle est individuelle à chacun, et donc, voilà, la question, elle est là. Oui, en fait, je pense que la réponse est liée un petit peu plus à les derniers messages, de laisser écouter votre corps, alors qu'il vous dit il faut s'endormir, il faut s'endormir. Évidemment, c'est compliqué dans le sens dans lequel vous maintenir quand même un hygiène, on va dire comme ça, de rythme, un hygiène de sommeil, dans lequel on dit je vais essayer de m'exposer de manière plus naturelle à les conditions qui vont synchroniser mon horloge. C'est impossible presque, ici dans les conditions dans lesquelles on vit. Même la lumière de l'extérieur, de voiture, si on laisse les fenêtres ouvertes de chez nous, ça va perturber notre horloge la nuit. Donc c'est vraiment se maintenir, se mettre en condition dans lesquelles, sans aucune repère, une montre, une horloge, le téléphone, la télé, rien du tout, nous-mêmes, se maintenir, s'isoler au moment que la nuit ça tombe, par exemple, dire voilà, la nuit ça commence, je baisse tous les stimulants qui vont me maintenir réveillé, et je vais laisser que mon corps, il me dit voilà, maintenant, dors. Et le lendemain, sans aucune alarme au réveil, je vais me réveiller quand mon corps il va me dire il faut te réveiller maintenant. C'est pour ça que le week-end, quand on n'a pas cette pression sociale d'aller travailler ou d'aller à l'école, c'est vraiment la manière plus proche dans laquelle on peut connaître notre rythme, notre horloge, de savoir à quel moment, de manière naturelle, on se réveille, à quel moment notre corps nous dit voilà, ça suffit, maintenant je n'ai plus besoin de sommeil, il faut que je me lève. Et les soirs, quand ça arrive, de dire voilà, maintenant, il faut que je vais au lit. Il n'a plus besoin de regarder la télé, ni rien du tout. Vraiment, c'est laisser écouter votre corps. Mais est-ce que l'horloge, elle est déterministe? Qu'est-ce que vous voulez dire par déterministe? C'est-à-dire, elle est fixe par rapport à... Non, il est très plastique. Il est très plastique, justement, ça que je viens de dire. Il est très plastique dans le sens dans lequel... Pourtant, le terme horloge signifie quelque chose qui est exact. Oui, en fait, normalement, donc, oui. Elle doit être soit déterministe, soit indéterministe. Il est plastique dans le sens dans lequel il va changer, par exemple, avec l'âge, comme on vient de dire, et aussi dans lequel
il a une fenêtre de temporalité dans laquelle il est capable de répondre et des autres dans lesquels des autres moments de la journée dans lesquels il ne répond pas. À ce niveau-là, on peut dire qu'il est déterministe. Donc, mais c'est une horloge qu'on peut l'adapter, il peut changer selon les conditions dans lesquelles on l'expose et selon le type de stimuli qu'on utilise. Donc, voilà, alors on a une question tout au fond là. En ce qui concerne l'étude avec les adolescents, est-ce qu'elle a été menée en fonction des éléments naturels, c'est-à-dire l'heure du lever du soleil, etc., etc. Ce serait pour savoir si l'expérience serait la même en se couchant plus tôt qu'en reculant l'heure du collège, en fait. Oui. En fait, c'était des conditions dans lesquelles on suivait pas que les rythmes d'activité des ados, mais aussi toutes leurs activités quotidiennes. Donc, tu fais comme tu fais d'habitude. Si tu as une petite période, moment dans lequel tu regardes la télé le soir, etc., tu peux le faire. Mais il faut que tu suis tes activités de manière habituelle. Donc, évidemment, pour ne pas perturber que cet effet qu'on pourrait observer dans les notes, dans les sommeils, etc., c'était plutôt qu'ils ont changé les habitudes. Donc vraiment, c'était des conditions naturelles. Non, on ne va pas dire que ce n'était pas des conditions naturelles dans lesquelles il n'y avait pas de télé, pas de lumière, pas d'électricité. Non, c'était vraiment des conditions naturelles à eux par rapport à leurs adolescents dans lesquels sont des activités de tous les jours, à la maison, à l'école, avec les devoirs, etc. Dans ces conditions, oui. Mais il y a des autres expériences dans lesquelles on a comparé de manière naturelle des gens qui habitent à la campagne, par exemple, sans électricité, et on voit comment c'est des gens qui sont à un rythme beaucoup plus stable, grâce à qu'ils suivent plus les rythmes naturels du jour et de la nuit, par rapport aux gens qui habitent dans des zones urbaines, dans lesquelles il n'y a pas que les cycles jour-nuit naturels, mais aussi les cycles jour-nuit artificiels. Voilà, question suivante. Est-ce que c'est tenable de tenir un rythme de sommeil très fractionné tel que s'infligent les navigateurs du Vendée Globe? Je n'ai pas entendu, pardon. Vous pouvez répéter la question parce que je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut s'imposer des rythmes tels que les navigateurs du Vendée Globe, si j'ai bien compris? Fractionnés, des rythmes fractionnés. Ouais, bonne question. Bonne question. Ben, mais en fait, on peut s'imposer tout type de rythme. Le problème, c'est que, par exemple, quand on dit les gens qui travaillent la nuit, dit ok, d'accord, si on a un problème de qu'ils doivent travailler la nuit, pourquoi ils ne s'imposent pas un rythme inversé? Ça veut dire qu'ils travaillent la nuit, qu'ils dorment le jour. Et voilà, basta, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'à côté, il y a une vie sociale, des activités dans lesquelles on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas changer totalement. Donc c'est là qu'il vient le problème. Donc, mais on pourra s'imposer les rythmes qu'on veut. Mais il faut que ce soit en accord avec toutes nos autres activités qui peuvent affecter notre rythme. Donc, mais on pourra s'imposer les rythmes qu'on veut, oui, bien sûr. Est-ce que la qualité ou la quantité des repas dont vous avez parlé peuvent affecter le rythme circadien? Très bonne question. Oui, en fait... il y a des études, je ne me rappelle pas exactement, mais il y a des études dans lesquelles la quantité, par exemple, ou la qualité au niveau de s'il y a plus de protéines, ou plus de carbohydrates, plus de lipides dans les repas, il y a un effet plus important sur la synchronisation de l'horloge. Quelque chose qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y a les trois éléments basiques, fondamentaux d'un repas, qu'il y a un pourcentage de carbohydrates, de protéines et de lipides pour que ce repas soit... qu'il a sa force comme synchroniseur. Mais il y a quelques études qui conseillent, par exemple, qu'il faut changer le contenu ou la quantité de repas selon l'heure de la journée. Donc, par exemple, les gens disent qu'il faut suivre, bon, même nous au laboratoire, on le fait, il faut suivre vraiment ça qu'on dit qu'il faut manger comme les petits déjeuners, comme on dit un pauvre, je crois qu'on dit comme ça, les repas de midi comme quelqu'un... non, pardon, c'est à l'hiver, non? Les petits déjeuners comme un roi,
Voilà, le petit déjeuner comme un roi, les plats de midi comme un... Voilà, et le repas du soir comme un pauvre. Donc oui, mais il y a un effet de la quantité et de le contenu des repas sur cette force de synchronisation sur l'horloge. Oui, ça c'est sûr. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Tous les gens qui habitent du côté du cercle polaire et qui ont le soleil de minuit ou la nuit éternelle en hiver, comment est-ce qu'eux vont réguler tout ça? En fait, c'est un petit peu comme la question de monsieur au début par rapport à les aveugles. Donc, c'est des gens qui, dans ce type de conditions, il faut qu'eux-mêmes s'imposent un rythme artificiel parce que, par exemple, quand il fait jour les 24 heures, quand il fait nuit les 24 heures, évidemment, son horloge, il commence à s'exprimer de manière endogène, de manière naturelle, comme on était dans une cave. Donc là, c'est des gens qu'il faut qu'ils s'imposent eux-mêmes un rythme en utilisant différents types de facteurs artificiels comme la lumière, ou alors comme les repas, ou alors comme l'activité physique, ou les relations sociales. Mais c'est plus ou moins le même exemple que par rapport à la question du début. Sí, muchas gracias, señor Roger. Est-ce que la position du corps pendant la phase de sommeil, notamment par rapport aux points cardinaux, peut avoir une importance, puisqu'on dit généralement dans certains contextes qu'il faut dormir avec la tête vers le soleil pour que l'énergie du soleil levant puisse nous inonder et les pieds donc vers le soleil couchant. De même que dans la civilisation égyptienne ancienne, on enterrait les morts et les vivants de part et d'autre du Nil. Ça, c'est une très bonne question. Et je dirais que oui, qu'en fait, j'ai un collègue, justement, que chaque fois, c'est un chercheur en sommeil, chaque fois qu'il venait ici à Strasbourg pour faire une conférence, il me demandait de réserver une chambre dans l'hôtel dans laquelle la fenêtre, il donne les matins exactement au soleil. Parce qu'il voulait justement que tout de suite, dès que la première rayon du soleil arrive, que ce soit lui qui les reçoit presque. Donc oui, je pense que oui, il y a une position assez importante dans laquelle, si on se couche vers le soleil direct à la fenêtre, oui, ça va aider beaucoup plus, de manière plus importante à se réveiller déjà. Et il y a certaines études qui disent que, par exemple, la régulation cardiovasculaire, elle est, en fait, normalement, comme la pression artérielle, ça change aussi sur 24 heures, et cette pression artérielle diminue les premières heures du matin. Parfois, quand on s'expose à la lumière naturelle tout de suite dès qu'on se réveille, on peut aussi réguler rapidement toute cette activité cardiovasculaire pour éviter un problème justement cardiaque si on est susceptible à ce type de choses. Madame. Est-ce que la mélatonine baisse avec l'âge? Oui, on l'avait vu. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est assez impressionnant le nombre de laboratoires qui vous vendent de la mélatonine. Oui, ça baisse avec l'âge. D'ailleurs, il y a certaines études dans lesquelles la mélatonine elle est sécrétée par une glande qui s'appelle la glande pinéale. Et des études post-mortem, quand on regarde cette glande, elle diminue en taille avec l'âge. Et le nombre de pinéalocytes, les cellules qui synthétisent cette mélatonine, il diminue aussi. Et quand on regarde le profil de mélatonine dans le sang des personnes âgées, l'amplitude de rythme, ça diminue, oui. Et oui, ça pourrait être pour certaines personnes recommandent, certains médecins, de prendre la mélatonine. Pas juste, évidemment, pour aider à compenser cette diminution de mélatonine, mais aussi parce que la mélatonine, elle a un effet synchroniseur. Donc, notre horloge, dans les SIN, il est sensible à cette mélatonine. Donc, la mélatonine peut renforcer l'amplitude, le rythme de notre horloge d'abord, et après le rythme, de tous les rythmes de notre corps. Bon, oui, à part les effets antioxydants, etc., qu'on parle de la mélatonine. Oui, parce qu'il la conseille en décalage horaire souvent. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ça fonctionne, ça facilite justement parce qu'il facilite, il accélère la rapidité de se resynchroniser quand on fait le décalage horaire, par exemple. D'accord, merci. Voilà, on a encore le temps pour une ou deux questions. Oui, une question par là.
dans le cadre du rythme circadien. Que pensez-vous de l'usage que l'on a actuellement, les gens de mon âge, de la luminothérapie le matin? Je pense à 10 000 lux, quand même, il faut une certaine intensité. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est du gadget? Non, c'est bénéfique, mais le plus important pour moi, c'est vraiment s'exposer à la lumière naturelle. Parce que même quand il fait gris, par exemple en hiver ici à Strasbourg, même quand il fait gris, cette lumière, l'intensité de cette lumière, c'est beaucoup plus important qu'une lampe de luminothérapie. Quand on n'a pas l'option de vraiment s'exposer à la lumière naturelle, oui, ça marche, ça fonctionne cette luminothérapie. Mais de nouveau, il faut quand même respecter l'intensité, la longueur d'onde, parce que c'est pas, il y a certaines lampes qui ne sont pas la longueur d'onde idéale pour synchroniser notre horloge, que c'est la longueur d'onde d'environ 480 nanomètres, que c'est la lumière bleue. Donc c'est là qui active plus cette horloge de notre cerveau. S'il a la longueur d'onde, l'intensité idéale, comme vous avez dit tout à l'heure, 10 000 lux, on l'utilise surtout quand il y a un effet antidépresseur, par exemple pour les gens qui souffrent de la dépression saisonnière, etc. Mais juste comme ça, pour avoir un bénéfice de tous les jours, sans vraiment avec un problème de dépression, etc., oui, ça peut être recommandable, oui. Mais, de nouveau, je pense que l'idéal, le mieux, c'est vraiment sortir un petit peu et s'exposer à la lumière naturelle. Parce que même quand il fait gris, l'intensité de cette lumière, c'est beaucoup plus fort que n'importe quelle lampe. Originaires des pays chauds, par exemple, et qui habitent en France, ou en Belgique, ou dans le Nord, ou en Danemark, ces gens-là, ça n'a pas beaucoup d'influence sur eux, d'après ce que j'ai entendu dire. La luminothérapie, donc le matin, n'a pas beaucoup d'influence sur eux, parce qu'ils sont habitués à beaucoup plus de clarté, vous voyez, pour avoir le rythme, pour garder ce rythme. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait certains gens que la lumière naturelle, ça ne suffit pas, et qu'il doit renforcer un petit peu plus avec une lampe. Oui, ça existe. Augmenter juste l'intensité et la quantité de lumière pour avoir un effet bénéfique meilleur, plus rapide. Oui, c'est possible, oui. Malheureusement, on va arrêter là avec les questions, c'était déjà pas mal. Je vous remercie toutes et tous de votre attention. Merci. Merci à notre invité. On vous retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci, on va faire un tour du côté de nos voisins, le Jardin botanique, pour avoir des morceaux choisis de leur collection avec Frédéric Tournet et Chérine Khalili. D'ici là, bonne semaine. Merci. Je vais juste supprimer ça.